Tout au bas du globe, l'Antarctique est si glacée et si isolée que demander s'il y existe des routes paraît presque absurde. Pourtant, la réponse n'a rien d'évident. Ce n'est pas faute d'avoir tenté l'expérience. Au début des années 2000, les États-Unis ont engagé un pari de grande ampleur en lançant un projet routier en Antarctique. L'objectif était de créer une autoroute de glace, longue d'environ 1600 km, destinée à relier la côte au cœur du continent. McMurdo, installé sur l'île de Ross, constitue la plus vaste implantation antarctique et accueille temporairement jusqu'à 1000 personnes en haute saison. À l'autre extrémité se trouve la station du pôle Sud, le lieu habité le plus méridional au monde. Ces deux sites forment l'ossature de la logistique et de l'approvisionnement sur le continent. Jusqu'alors, tout le matériel nécessaire aux scientifiques du pôle était acheminé par avion, une solution coûteuse et risquée. Une seule tempête suffisait à interrompre les opérations durant des semaines. Cette autoroute de glace devait offrir un axe terrestre fiable, capable de transporter des tonnes de matériel à travers le continent, même lorsque les avions restaient immobilisés. Sur une carte de l'Antarctique, le principe semblait simple. Tracer une ligne droite, niveler la neige, et acheminer carburant et provisions par voie terrestre. Le projet paraissait ambitieux, mais rentable, avec à la clé des économies de millions en carburant. Il suffisait, en théorie, de maintenir une surface plane. Or, sous la neige se dissimulaient en des couches meubles et des crevasses invisibles. Sans compter la masse de glace en perpétuel mouvement, comparable à un fleuve lent et figé. Les bulldozers avançaient péniblement, les tracteurs progressaient à une allure dérisoire. À chaque rafale, la piste nouvellement tracée disparaissait sous la neige fraîche, donnant l'impression que le continent lui-même s'acharnait à effacer leur travail. Les équipes sur place vivaient dans des modules isolés montés sur traîneaux, complétés par des ateliers mobiles. Leurs journées commençaient avec des moteurs refroidis ou rigides, nécessitant un préchauffage avant le travail. Faire la lessive figurait parmi les plus grandes difficultés de toute l'expédition. Fin 2005, l'itinéraire a connu sa première traversée complète. Mais le véritable défi est alors devenu son entretien. La piste traverse des zones de cisaillement où de nouvelles fissures apparaissent chaque saison, obligeant les équipes à reconstruire et réparer sans relâche. Peu à peu, il leur a semblé moins construire une route que tenter de suivre le climat et les températures antarctiques. En définitive, cette autoroute n'était pas exactement conforme à l'objectif initial. Cela ne signifie toutefois ni un échec ni une perte de temps, bien au contraire. De cette mission est née ce que l'on appelle aujourd'hui l'autoroute du pôle Sud. Il s'agit d'une route terrestre saisonnière qui continue d'approvisionner le pôle. Ce n'est pas une route goudronnée flanquée de panneaux, mais elle est devenue l'axe le plus crucial. Chaque été austral, un convoi réduit de tracteurs à chenilles quitte la station McMurdo, tirant de longues files de traîneaux en direction du pôle Sud. Il emprunte le même tracé que celui ouvert par les premières équipes il y a une vingtaine d'années. La longueur du parcours varie chaque année, passant de 1654 à 1657 km. Le trajet dure entre 25 et 40 jours d'une progression lente et continue, acheminant carburant et ravitaillement qui exigeraient autrement des dizaines de vols. Cette caravane progressive permet d'économiser des millions tout en limitant les risques liés à la météo. Au final, l'autoroute s'est révélée être plus qu'une simple voie d'approvisionnement. Elle a servi de terrain d'essai pour l'ingénierie des infrastructures antarctiques. Elle est devenue un banc d'expérimentation pour les méthodes de repérage, de préparation et d'entretien des routes sur glace. Mais pour l'instant, cet itinéraire ne subsiste que parce que des équipes luttent pour le maintenir. L'abandonner une saison ou deux suffirait pour que la glace reprenne ses droits. En Antarctique, les équipements et structures abandonnés peuvent progressivement disparaître sous l'accumulation de neige et de glace. Des stations entières se sont retrouvées enfouies au fil des décennies, et certains véhicules ont été redécouverts partiellement avant de replonger dans l'oubli. Au fil du temps, la neige et la glace peuvent recouvrir totalement les machines, rendant leur repérage extrêmement difficile, sans de vastes travaux de déblaiement. À moins 60 degrés, le froid devient le cauchemar de tout ingénieur. Le carburéacteur se gélifie, les batteries se déchargent en quelques minutes, et l'acier se fragilise au point de se briser comme une barre de chocolat. Dans de telles conditions, même respirer paraît mécanique. L'humidité du souffle gèle sur les cils, et toute peau exposée risque rapidement des engelures. La glace est fascinante. Elle se déplace comme un tapis roulant, entraînant tout vers la mer.
Tout ce qui s'y trouve prisonnier, caisses, véhicules, voire bâtiments, dérive lentement, parfois sur plusieurs kilomètres, à partir de son point d'origine. Et tandis que la glace semble presque vivante, d'autres phénomènes géologiques remarquables restent à découvrir. Près de certaines de ces routes se situent les chutes de sang, une cascade écoulant un saisissant flux écarlate. Il ne s'agit pas d'une scène d'horreur. Cette coloration provient d'une eau salée riche en fer, emprisonnée sous la glace depuis des millions d'années et rougissant instantanément au contact de l'air. Le continent recèle plus de 400 lacs sous-glaciaires, dissimulés sous une épaisse couche de glace. Nombre d'entre eux se remplissent et se vident régulièrement, générant des écoulements qui facilitent le glissement des glaciers et modifient leur mouvement. L'Antarctique constitue également un véritable filon pour les chasseurs de météorites, des milliers d'entre elles étant découvertes chaque année à la surface de la glace. L'Antarctique n'est pas qu'un désert glacé, c'est un immense laboratoire à ciel ouvert. Les scientifiques y étudient de tout, du changement climatique à la chimie atmosphérique, en passant par les rayons cosmiques et les météorites. Les astronomes y trouvent un air sec et stable, idéal pour les télescopes sondant l'espace profond. Les géologues explorent d'anciennes formations rocheuses, révélant l'agencement passé des continents, tandis que les glaciologues percent la glace pour y lire les climats anciens comme dans un journal gelé. Les biologistes affrontent eux aussi le froid pour examiner microbes anciens et colonies de manchots, dans l'espoir de comprendre la vie dans les conditions les plus extrêmes de la planète. Les rares personnes qui vivent en Antarctique, essentiellement des chercheurs, ingénieurs et mécaniciens, se déplacent avec la prudence de véritables astronautes. Chaque voyage est consigné et chaque kilomètre planifié. Sans route permanente, se mouvoir sur le continent exige créativité et obstination. La plupart des voies sont de simples chemins de neige temporaires, balisés pour éviter les congères dissimulées. Autour de McMurdo, de courtes routes glacées apparaissent chaque saison pour le transport de cargaison, puis disparaissent lorsque la glace fond. Les défis du transport antarctique sont uniques sur Terre. Les véhicules classiques y sont inefficaces, raison pour laquelle presque tout circule sur des chenilles, progressant à la vitesse d'un jogger tout en tirant des traîneaux chargés de fournitures. Le transport aérien reste l'élément clé pour assurer la logistique. De grands avions cargo se posent sur des pistes temporaires de neige ou de glace compactée, tandis que de plus petits appareils, équipés de skis, complètent les liaisons, ce qu'on ne voit pas tous les jours. Avec l'hiver, ces pistes saisonnières peuvent se déplacer, se fissurer ou dériver, nécessitant leur rétablissement. Même les navires apportant nourriture et carburant chaque été n'y restent pas. Ils tracent un passage étroit à travers la glace marine, déchargent leur cargaison, puis repartent avant que l'océan ne gèle à nouveau. À l'arrivée des navires de ravitaillement, les équipages se pressent de tout décharger avant que la mer ne se fige, travaillant jour et nuit. Tout est empilé sur la glace, comme un entrepôt temporaire destiné à disparaître avant la fermeture hivernale des eaux. Actuellement, l'Antarctique est protégée par le système du traité sur l'Antarctique et le protocole de Madrid, qui considère l'ensemble du continent comme une réserve naturelle vouée à la paix et à la science. Ces accords interdisent l'exploitation minière, le développement permanent et toute activité susceptible de nuire à l'environnement. Les conditions extrêmes tiennent la plupart des visiteurs éloignés, ce qui est bénéfique pour l'écosystème. Une route permanente pourrait tout modifier. L'arrivée de touristes et l'accroissement des activités compliquerait la capacité de la glace à effacer toute présence humaine. C'est pourquoi, même un simple sentier de neige exige une approbation officielle. Chaque action étant surveillée et chaque empreinte justifiée. En définitive, la question n'est pas tant de savoir s'il existe des routes en Antarctique que de se demander si elles devraient exister. Chaque tentative, de la grande autoroute de glace aux routes saisonnières actuelles, s'avère coûteuse et parfois inutile. La construction de voies permanentes n'est pas l'objectif. Il s'agit d'assurer l'approvisionnement des scientifiques afin qu'ils puissent réaliser des découvertes extraordinaires comme le forage de carottes de glace renfermant un air vieux de 800 000 ans